Bien. Écoutez, mes chers amis, il me revient tâche lourde. En cette fin de journée, nous sommes tous un peu fatigués, moi le premier, de clôturer les travaux de cette première journée de notre convention européenne, qui s'est, ma foi, fort bien passée, avec des interventions de très grande qualité. Donc je profite de ce micro pour remercier tous les intervenants qui m'ont précédé et qui nous ont présenté de leur point de vue la question européenne, avec bien sûr les enjeux tels que chacun peut le percevoir, que je vais tâcher de vous résumer en vous donnant au fond ma position et le cap que je vois pour les mois à venir concernant les questions européennes. D'abord, je veux remercier Vincent Vidal et toute son équipe qui a œuvré à la réussite de cette première journée. Martine Carpentier qui l'accompagne et puis toutes les personnes qui autour de Martine et Vincent ont contribué à la réussite de cette première journée. Nous avions fait le choix, voici quelques mois, de choisir la ville de Marseille pour abriter cette convention européenne, parce qu'il n'échappe à personne que la ville de Marseille est une ville éminemment symbolique. Marseille, c'est la porte d'entrée de l'Afrique en Europe, clairement. C'est aussi, à quelques encablures, si je veux dire, du lieu où mouille l'Aquarius, un lieu qui nous parle. Nous ne sommes pas très loin non plus des quartiers nord de Marseille, donc il nous a semblé que symboliquement, si nous avions une voix exprimée sur des questions existentielles, identitaires, eh bien, ça ne pouvait être qu'à Marseille. Et merci donc à Vincent Vidal d'avoir organisé cette opération ici, dans cette belle ville phocéenne. Alors, si nous avons fait le choix avec Renaud Camus d'organiser cette convention européenne, c'est bien évidemment en ayant à l'esprit les élections européennes qui vont se dérouler au mois de mai prochain. Alors c'est important que je dise ça parce que nous n'avons pas un dialogue ensemble dans cette salle et nous n'aurons pas demain de débat autour de ce sujet pour aborder des questions domestiques qui par ailleurs sont tout à fait importantes mais qui ne relèvent pas de la compétence de l'Union européenne. Il est certain qu'on peut tous se préoccuper de la qualité de notre réseau routier secondaire, on peut tous se lamenter sur l'absence d'équilibre des comptes publics. On peut tous, évidemment, déplorer les questions liées à la précarité, les questions liées à la perte de souveraineté de notre pays, mais ce sont des questions qui ne seront pas au cœur de l'élection européenne, car nous aurons d'autres scrutins à venir qui permettront d'aborder ces sujets-là. Nous aurons l'élection présidentielle, nous aurons l'élection régionale, nous aurons des élections législatives, bref, des scrutins au cours desquels nous aurons abordé ces questions qui, par ailleurs, sont importantes, mais qui ne sont pas au cœur du sujet européen. Car l'Europe pose un certain nombre de sujets, de difficultés à l'échelle de notre continent. Et il nous a semblé, avec Renaud Camus, que la question principale qu'il nous fallait aborder aujourd'hui et que nous souhaitons placer au cœur du débat public dans les semaines à venir et dans les mois à venir, c'est la question identitaire. Et dans cette question identitaire, c'est évidemment les grandes réalités qui accablent notre continent, que sont les grandes migrations, les migrations de masse qui assaillent notre continent depuis près de 20 ans, et qui se sont accélérées au fond depuis 2-3 ans, et qui bouleversent au fond les grands équilibres ethnico-culturels de notre pays, la France, mais également du continent européen. C'est une réalité que chacun peut observer, il suffit de parcourir dehors sur la voie publique la réalité que nous observons, d'aller dans le train, dans le métro, dans les RER, partout, et nous observons un changement fondamental dans la composition sociologique, ethnique de notre peuple. C'est une réalité tout à fait bouleversante, c'est une réalité tout à fait inédite dans l'histoire de l'Europe que d'avoir en aussi peu de temps, 40 ans, 50 ans, un peuple européen avec ses différentes composantes nationales, le peuple français, le peuple italien, le peuple espagnol, être bouleversé dans ses profondeurs par l'arrivée massive de populations étrangères qui portent en eux des coutumes, des modes de vie, un rapport au monde et un rapport à l'univers radicalement différents des nôtres. Et il nous a semblé que cette question existentielle, ce défi existentiel était le seul qui, au fond, devait nous préoccuper. Toutes les autres questions sont importantes. Évidemment, les questions institutionnelles,
les questions monétaires, les questions liées à la perte de notre souveraineté, mais ce sont des questions dépassées. Ces questions étaient au cœur de l'actualité des dernières élections européennes en 2014. On se souvient évidemment des débats homériques qui ont agité l'opinion publique en France comme ailleurs sur l'euro, notamment. Ces questions sont dépassées. La question du Frexit me semble également totalement dépassée. Est-ce que oui ou non nous devons quitter l'Union européenne? Pour moi, en tous les cas, la question ne se pose plus. L'urgence impérieuse, c'est d'avoir une réponse pratique, une réponse réelle, une réponse rapide au phénomène de grand remplacement qui a été justement conceptualisé, en tout cas décrit, par Renaud Camus. Et y répondre, c'est peut-être aussi trouver des solutions neuves, on en parlera sans doute demain, comme la remigration. Donc ces questions me semblent tellement impérieuses et si peu abordées par les leaders d'opinion, qu'il nous a semblé évident qu'on ne pouvait pas ne pas les aborder. Et qu'il nous semblait évident au début de cette année 2019, comme un temps fort de la rentrée politique, qu'il nous fallait ardemment aborder ces questions à Marseille et demain partout en France et partout en Europe. Partout en Europe, on n'attend pas notre expression évidemment pour aborder ces sujets-là, parce que déjà nos amis italiens, nos amis autrichiens, nos amis hongrois, polonais ont compris l'urgence et la réalité de ces défis, de ces périls, et ont pris au fond la mesure de ces défis pour, évidemment, grâce aux différents gouvernements qui ont été élus dans ces différents pays, eh bien, affronter ces réalités-là. En France, nous n'avons pas encore cette prise de conscience, malheureusement, ou si peu. Nous sommes peu nombreux en France à se rendre compte de ce bouleversement tragique qui s'impose à notre pays et sur notre continent. Même les grands leaders d'opinion des partis patriotes, on parlait tout à l'heure de Marine Le Pen ou Nicolas Dupont-Aignan, n'abordent pas franchement ces questions-là. En tout cas, ne les placent pas au cœur de leur discours, au cœur de leur ligne politique, au cœur de leur stratégie politique. Certes, on les aborde d'une manière cosmétique, de manière périphérique, comme si au fond, c'est peut-être la réponse que je peux donner à une question qui tout à l'heure a été posée sur le fait que, au fond, personne ne réagissait ou ne rebondissait sur la question de ce programme de l'OCI, qui était parfaitement évoqué par Alain Wagner à l'instant. Y a-t-il pas des arrière-pensées parmi ces différents leaders politiques, y compris ceux que je viens de citer, que de convoiter un certain électorat, un électorat important, de plusieurs millions de voix, un électorat qui peut faire demain la différence dans un scrutin, et donc un électorat qu'il convient de caresser dans le sens du poil, tout simplement en n'abordant pas franchement ces questions-là. Je crois qu'il y a quelque chose de cette complicité que je dénonce là à ce micro, mais que je ne cesse de dénoncer partout, que de ne pas vouloir aborder ces questions très clairement, très franchement, au cœur du débat public. Alors nous avons décidé avec Renaud Camus de les aborder frontalement. Il n'y a pas de raison de ne pas aborder des questions éminemment tragiques qui, au fond, risquent de bouleverser définitivement le cours de notre histoire, le cours de notre civilisation, car jamais, encore une fois, dans l'histoire de l'Europe, de tels bouleversements se sont produits. On oublie souvent, l'immigration est une réalité multiséculaire. C'est totalement faux. L'immigration, jusqu'à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, était extrêmement isolée. Il y avait quelques individus qui pouvaient venir partir de Hollande pour venir en France, quitter l'Italie pour aller gagner l'Espagne, mais c'était des individus ou des groupes d'individus extrêmement peu nombreux, en tout cas pas dans les proportions que nous connaissons aujourd'hui. Les grandes migrations qui se sont produites à partir des années 1920 étaient essentiellement de nature économique et portaient sur un nombre d'individus, à l'époque encore, limité. L'immigration polonaise, l'immigration belge, luxembourgeoise, italienne, etc., etc. Et une immigration qui avait vocation à repartir pour les migrants de l'époque. Et ceux qui ont fait le choix, en ce temps, de rester en France et d'y demeurer, avaient l'intention de s'assimiler naturellement dans notre pays, avec une intention franche, réelle et sincère, et d'autant plus facilement qu'ils provenaient d'une ère de civilisation, d'une zone géographique comparable à notre pays, évidemment. Les migrants espagnols, les migrants portugais, les migrants polonais, belges ou italiens n'avaient aucune difficulté de s'assimiler d'abord, de s'intégrer puis de s'assimiler à la France, parce qu'ils partageaient
la même communauté de valeurs que le peuple français. Depuis 40 ans, les proportions ont considérablement été modifiées. J'ai grandi, moi, dans un quartier, dans le Val-d'Oise, une ville qui s'appelle Gonesse, entre les années 1970 et 1984, où les populations d'origine nord-africaine, dont je fais partie, étaient extrêmement limitées en proportion. Ça devait être entre 4 et 5% du quartier HLM dans lequel j'ai grandi. Et à l'époque, ça ne posait aucun problème que de cohabiter, de faire coexister les différentes nationalités qui composaient à l'époque ce quartier. Beaucoup de pieds noirs, beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'Italiens, beaucoup de Portugais, beaucoup de Français dits de souche, tout simplement parce que la proportion de migrants de culture musulmane était très, très limitée. Je suis repassé ces dernières années, parce que je suis élu dans cette ville, dans ce quartier, que je fréquente encore à nouveau. La proportion est passée de 3 à 4% à 80% d'une population étrangère ou française de confession musulmane. Et je peux vous dire que le regard qu'on porte sur ce quartier est complètement différent. Les modes de vie ont changé. Les vêtements que portent les femmes ne sont plus les mêmes. Il y avait par le passé des animaux domestiques que les maîtresses ou les maîtres pouvaient accompagner dehors pour s'amuser avec ses chiens ou ses chats, mais on ne les voit plus parce que, vous savez, dans la civilisation musulmane, les animaux domestiques sont des êtres impurs et il est peu fréquent dans les familles musulmanes d'avoir des animaux domestiques. Et donc, ces chiens, ces chats que l'on voyait fréquemment dans ce quartier, dans ma ville, mais ce propos, vous pouvez le constater de vous-même partout ailleurs en France, ont complètement disparu du champ de notre vision commune. Puis les magasins que j'avais l'occasion de fréquenter, les cavistes, les fromageries, les différents commerces traditionnels, les commerces de bouche, ont complètement disparu parce que ce sont des commerces qui ne sont plus adaptés à la communauté qui s'est puissamment enracinée dans ces quartiers-là. Et donc vous avez une décomposition de notre tissu sociologique qui s'opère sous nos yeux et qui s'enracine partout en France, beaucoup évidemment dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, dans les grandes agglomérations, mais également beaucoup dans les villages. Je traverse parfois la Lorraine où je vis en partie et je constate que dans des petites villes de Lorraine, là encore, il y a des changements considérables en raison de cette présence d'une population étrangère massive qui, même en étant française, conserve des coutumes, des pratiques de vie, des traditions qui sont radicalement étrangères à celles que nous connaissons en France depuis des dizaines d'années. Et donc la question de la proportion est vraiment centrale. Encore une fois, on assimile des individus, je pense en être un exemple parmi d'autres, mais on ne peut pas assimiler des peuples entiers. C'est radicalement impossible. Et quand je dis cela, je développe un propos sans haine, sans animosité aucune. Je pose un constat objectif, et posant ce constat objectif, évidemment, je déplore les conséquences de ce constat, parce que je vois mon pays, sa culture et la civilisation européenne être complètement bouleversée et même s'évaporer dans de larges pans de notre territoire national. Et ça, ce constat existentiel, je trouve tout à fait étonnant, stupéfiant, qui n'obsède pas nos responsables politiques, qui ne soit pas au cœur des débats publics et qui n'agite pas les plateaux de télévision, plutôt que d'aborder des questions encore une fois importantes que sur le chômage, la précarité, etc., mais qui existeront toujours. Vous aurez toujours des questions économiques et sociales qui seront plus ou moins bien réglées en fonction de la qualité des gouvernements qui seront à la tête de nos pays, mais la question existentielle de la composition de notre peuple est une question qui sera irréversible si on ne reprend pas en main notre destin. Il aurait fallu que ces questions-là soient à l'ordre du jour de l'élection présidentielle de 2017. Voilà un grand moment où les candidats à l'élection présidentielle avaient rendez-vous avec les Français. C'est un moment tout à fait central et fondamental dans l'histoire d'un pays que d'élire le premier magistrat du pays pour 5 ans. Et c'était, je crois, l'occasion, le moment, l'espace où il fallait pour nos candidats interroger les Français sur ce que nous sommes, ce qu'est l'être français au fond. Est-il toujours le même que celui que nous avons connu? Voulons-nous, pour les années à venir, changer
de civilisation, de société. Est-ce que l'immigration de masse et l'immigration musulmane et de nature a porté atteinte à cette civilisation? Bref, toute question importante qui aurait invité notre peuple à un travail d'introspection collectif qui n'a pas été réalisé. Je dis souvent qu'il en va d'un peuple comme d'un individu. Parfois, on a besoin d'avoir recours à un psychologue et pratiquer une thérapie personnelle qui souvent est utile parce que ça permet de se plonger dans son fort intérieur, de s'interroger. Puis à l'issue de quelques séances de thérapie, si celle-ci fonctionne bien, normalement, on doit aller mieux. Parce qu'on arrive à exhumer quelques madeleines de Proust et puis essayer de reconstituer un itinéraire personnel et puis essayer de se projeter à l'avenir après la bonne réalisation de cette thérapie. Je crois qu'il en va d'un individu comme d'un peuple. Je pense qu'il était absolument nécessaire que la France puisse s'interroger sur ce qu'elle est, et au-delà de la France, l'Europe, et au fond, répondre à cette question existentielle que je vous développe devant vous à l'occasion de la campagne des présidentielles. Or, cela n'a absolument pas été abordé, chacun l'a constaté, et les débats se sont, pour l'essentiel, limités à des questions passablement médiocres, en tous les cas pas à la hauteur des défis de ce temps. Alors, la page reste blanche, mais il nous reste à nous tous la possibilité de l'écrire collectivement. On a loupé le coche l'année dernière à l'occasion de l'élection présidentielle. Il est possible aujourd'hui d'écrire cette page, essayer ensemble, collectivement, de répondre à cette interrogation existentielle que je vous développe, en tout cas qui est la mienne profondément. C'est pour ça que je m'engage assez puissamment dans ce combat-là, parce que je crois qu'il est central, il domine tout, au fond. Il domine tout, en France comme ailleurs. Certaines nations ont eu l'intelligence de s'emparer de ce débat et ont eu l'intelligence de doter leur pays de leaders à la hauteur des enjeux de ce temps. Matteo Salvini en Italie, Kurz en Autriche, Viktor Orban en Hongrie, puis d'autres pays encore comme en Pologne, en Slovaquie. Voilà des pays qui ont conscience de la gravité des enjeux de ce temps et qui se donnent les moyens pour tenter de les résoudre, même si aujourd'hui la situation est compliquée au sein de l'Union européenne. Alors si je parle de l'Union européenne, c'est pour faire une transition et vous dire qu'au fond, après avoir dressé ce constat avec vous de ce drame existentiel qui est le nôtre, il nous faut y répondre, non pas en désertant l'Union européenne, qui serait quelque chose d'assez facile au fond, et assez lâche, et qui porterait des conséquences gravissimes, ce dont par exemple les Britanniques se rendent compte actuellement, car après le Brexit qui a été voté il y a 2 ans, les Anglais s'interrogent sur ce choix qui a été fait, et beaucoup se disent est-ce qu'il aurait mieux pas valu rester au sein de l'Union européenne et se battre sur les thématiques qui sont importantes pour nous, avec d'autres leaders au sein de l'Union européenne, plutôt que de quitter l'Union européenne. Et si nous devions aujourd'hui, disons, en Grande-Bretagne, reposer la question du Brexit, nous ne sommes pas persuadés du résultat. Je pense que les Anglais seraient beaucoup plus partagés, et peut-être que le refus de la sortie de l'Union européenne serait un thème aujourd'hui réellement d'actualité. Alors moi je pense que si nous voulons nous battre efficacement, ce n'est pas en quittant et en désertant l'Union européenne qu'on y parviendra. Je crois qu'il faut rester au sein de l'Union européenne. D'abord parce que l'Europe est un beau projet, hein, l'Europe nous l'aimons tous, dans sa diversité, dans ses cultures, tout cela a été abordé avec beaucoup de talent par les intervenants d'aujourd'hui, et évidemment l'abbé Pagès a donné aussi écho à cette dimension chrétienne qui me paraît essentielle si l'on veut bien percevoir les contours de l'être européen. Et je crois que nous n'avons plus le temps d'essayer de conserver et de sanctuariser cet être européen en quittant l'Union européenne, le Frexit, et en tentant de bâtir une autre Europe avec qui, comment, dans quel délai, avec quel agenda. Tout cela serait techniquement possible, mais dans combien de temps? Si quitter l'Union européenne, demain l'Italie, demain la Pologne, pour reconstruire une autre Europe de nature confédérale est techniquement possible sur le papier, ça prendrait des années, une décennie, 15 ans, 20 ans. Est-ce qu'on a le temps, au regard des enjeux que je vous développe, de perdre ce temps? Moi, je ne le crois pas. Je pense que ce combat, nous devons le mener au sein de l'Union européenne. Et je crois qu'il faut apporter un coup de main à Salvini, un coup de main à Kurz, un coup de main à Orban, en allant au Parlement européen, en participant au Conseil des chefs d'État
de l'Union européenne en apportant ce coup de main à ces forces eurocritiques, eurosceptiques, pour changer la donne au sein de l'Union européenne. Alors je vois ici ou là des visages sceptiques, et c'est bien normal, car on est tous un petit peu conditionnés sur cette idée que cette Europe que l'on doit construire sur un mode confédéral, un nouveau mode institutionnel, ne peut se faire que si nous sortons de l'Union européenne. Mais je demande à ceux qui sont sceptiques, y compris dans cette salle, de faire de la politique. Et faire de la politique, c'est au fond regarder comment les rapports de force s'exercent, parce que la politique, c'est quoi? C'est l'autre nom qui désigne l'exercice des rapports de force. Bon, et quand je constate l'actualité européenne ces dernières années, je trouve qu'il y a un retour en force de la politique formidable. Lorsque Orban a dit non en 2015 à la Commission de Bruxelles, qui voulait obliger les pays de l'Union européenne d'accueillir sur leur sol des quotas de migrants. Vous devez accueillir 10 000, 15 000, 20 000 migrants. Pourquoi? Parce qu'il y avait, souvenez-vous, en 2015, cette vague migratoire considérable, cette transhumance venant du Moyen-Orient. Un pays s'est levé pour dire non. La Hongrie, Viktor Orban. En disant, il est hors de question que j'accepte quelques migrants que ce soit. Je veux bien procéder à la sécurisation de la frontière sud de l'espace Schengen parce que c'est mon devoir institutionnel, mais je refuse d'accueillir des populations étrangères qui risquent de bouleverser les grands équilibres culturels de mon peuple hongrois. Il a dit non. Alors comme c'est un garçon assez habile politiquement, il a réveillé autour de lui des nations sœurs dans le cadre du pacte du Visegrad pour dire à ces nations sœurs, écoutez, il faut qu'on se réveille, nous avons une identité commune au sein de l'Union européenne, il faut que nous puissions ensemble travailler et obliger Bruxelles à renoncer à cette politique des quotas migratoires. Le rapport de force a duré près de 2 ans, avec des menaces de sanctions financières, des menaces de procédures et des recours devant la Cour de justice. Et à la fin, au bout du compte, c'est Bruxelles qui a cédé. Parce que le rapport de force qui avait été mené, engagé, a abouti à l'avantage des nations du pacte de Visegrad, à la renonciation de ce système de quotas. C'est un rapport de force réalisé par des petites nations courageuses, déterminées à isoler le couple franco-allemand, déterminées à marginaliser la Commission de Bruxelles, et ces pays ont réussi à faire renoncer Bruxelles, la Commission, à pratiquer cette politique de rétorsion. Un exemple qui me paraît considérable à garder à l'esprit. Autre exemple plus récent, l'Italie a dit non à l'accueil quasi obligatoire sur son sol des migrants soi-disant secourus en Méditerranée par des navires comme l'Aquarius ou d'autres. Et a invité ces navires, au fond, à être déroutés dans d'autres pays, notamment l'Espagne. Bon, des menaces ont été multipliées, à Bruxelles, mais à aucun moment, Matteo Salvini n'a cédé. Et jusqu'à présent, dans ce rapport de force qui n'est pas totalement dénoué, eh bien, nous avons le sentiment que le président du Conseil italien et son ministre des Affaires étrangères et de l'Intérieur ont pris le dessus. Là encore, c'est la puissance du rapport de force qui s'exerce. Autre exemple, un peu plus ancien, en 2011, il y a eu une affaire qui a agité beaucoup les esprits à l'époque, c'est l'affaire Lozzi. C'est une affaire que vous avez peut-être à l'esprit si je vous parle des crucifix dans les écoles italiennes. Une histoire assez intéressante où une famille avait contesté la présence dans une classe d'un crucifix et avait invité le gouvernement italien à retirer dans toutes les écoles italiennes la présence de ce symbole chrétien. Le gouvernement italien avait refusé, cette famille avait engagé une procédure gagnée en première instance par l'État italien, gagnée en deuxième instance par l'État italien, et ce couple a porté cette affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui en première instance a donné raison à ce couple, en disant il est hors de question, en raison du respect de la conscience de chacun, de laisser des crucifix présents dans les écoles en Italie. L'Italie a exercé un recours contre cette décision, mais autour de l'Italie se sont levées près de 12 nations du Conseil de l'Europe, dont la Russie, dont la Grèce, et qui ont dit que c'était absolument inacceptable d'imaginer qu'on puisse interdire ce qui, au-delà du symbole confessionnel, était un symbole culturel, marquant
en Italie. Et d'autres pays ont dit la même chose. Là où la culture chrétienne est importante, en Grèce, en Bulgarie, en Roumanie. Eh bien, en appel, cette Cour a décidé de casser la décision de première instance. Donc là encore, rapport de force exercé à l'égard de juridictions. Ce que je veux dire, et je termine sur ce point, c'est que si nous réhabilitons le poids de la force, du rapport de force, il est possible, c'est un pari que je fais, il est possible d'isoler les partisans d'une intégration supranationale autour de la France et de l'Allemagne, de les isoler autour de la Commission de Bruxelles en constituant un vaste réseau de pays décidés à défendre d'abord l'identité européenne et dans l'identité européenne sa composante chrétienne, et de s'opposer à ces transferts massifs de population et à l'implantation de cette religion anxiogène qu'est l'islam, avec un rapport de force qui permettrait de changer, de bouleverser définitivement la donne. Alors, je ne sais pas si je vous convainc, en tout cas moi c'est ma certitude. Je pense qu'aujourd'hui, il est possible de faire le pari du rapport de force et de décider que nous pouvons, à traité constant, parce que les faits, les exemples que je viens de vous exposer, eh bien, nous donnent le sentiment que le traité de Lisbonne et toutes ses annexes, Catherine Rouvier nous le dira peut-être demain avec plus de précision juridique, comportent une réelle plasticité. Cette plasticité, elle est fonction, encore une fois, du rapport de force. Et la Commission de Bruxelles est sous les ordres des chefs d'État. Et si les chefs d'État qui représentent les nations décident de tenir un cap qui n'est pas celui qui est pratiqué depuis 20 ans, 30 ans au sein de l'Union européenne, je suis persuadé que l'on peut radicalement changer le cours des choses. Alors, cette conviction-là, je vous la livre parce qu'elle est essentielle. Elle va, je crois, structurer les débats politiques dans les semaines et mois à venir. Est-ce que nous devons quitter l'Union européenne ou est-ce que nous devons rester au sein de l'Union européenne pour changer la donne? Alors, changer la donne, c'est quoi? C'est d'abord arrêter le grand remplacement. Arrêter ce changement de peuple qui s'opère depuis bien des années et que personne réellement ne dénonce, ou si peu que ce soit. Alors, arrêter le grand remplacement, c'est définitivement arrêter toute forme d'immigration, que ce soit le regroupement familial, que ce soit les séjours d'étudiants, les séjours pour motifs économiques, les mariages nuptiaux, toute forme plus ou moins habile qui vise au fond à permettre des transferts de population massive qui s'annoncent encore une fois dans des proportions tragiques. Quelqu'un tout à l'heure a cité l'ouvrage de Stephen Smith, je crois que c'est vous madame, et ce bouquin qui est tout à fait important de lire, décrit de manière très très précise ces grandes transhumances de population qui vont se produire dans les 50 ans à venir d'Afrique en direction de l'Europe. Nous allons assister à des transferts de population qui vont conduire à l'africanisation progressive de l'Europe. Donc le défi numéro 1, c'est d'arrêter toute forme d'immigration et ne pas essayer de contourner ce problème, comme certains partis politiques peuvent ici ou là le recommander, en parlant d'immigration choisie, d'immigration par système de quotas, d'immigration dont le nombre serait chaque année décidé au Parlement, 10 000, 15 000, 20 000 personnes, en fonction des besoins de l'économie. Non, non, zéro immigration. Un moratoire d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, le temps que nos pays puissent retrouver un équilibre aujourd'hui perdu. Je crois que c'est la priorité et ça doit être au cœur de la campagne des Européennes. Autre point qui me paraît important de développer, c'est l'islam. L'islam, ça a été dit à plusieurs reprises par différents intervenants, est une religion qui n'est pas bienvenue en France et en Europe. C'est une idéologie. Alors je poursuis Alain Wagner pour dire que l'islam n'est pas qu'une religion, n'est pas qu'un rapport à Dieu, un rapport transcendant à Dieu, c'est aussi une civilisation. Ce sont des coutumes, ce sont des pratiques de vie, ce sont des modes de vie, c'est un rapport au monde qui forge l'unité d'un homme ou d'une femme et qui prend cet homme ou cette femme de la naissance à la mort, du berceau jusqu'au linceul, dans une série de pratiques, de modes de vie, de coutumes qui sont radicalement étrangers aux coutumes, aux modes de vie européens.
Et il est évident que cette religion qui se développe dans des proportions considérables, parce qu'elle est liée à une présence migratoire considérable, nous devons la stopper. Alors, la stopper de manière extrêmement ferme et autoritaire. Je crois qu'il faut mettre sous tutelle l'islam en France et en Europe, ce qui suppose d'arrêter toute construction de mosquées. Toute construction de mosquées doit être effectivement arrêtée tant que la communauté musulmane en France et en Europe n'aura pas trouvé ses marques. Elle doit trouver ses marques. Pour l'instant, elle n'a pas trouvé ses marques. La population qui actuellement est en France et en Europe, eh bien évidemment, pose des problèmes. On dit souvent que toutes les religions doivent être mises sur un même pied d'égalité. Pardon, non. D'abord, si toutes les religions sont égales d'un point de vue culturel, d'un point de vue administratif, elles ne sont pas égales devant la mémoire. En tout cas, moi, je considère qu'en France, en Europe, il y a une primauté du fait chrétien, moins une primauté culturelle du fait chrétien qui nous permet d'accorder un privilège de civilisation au christianisme, hein, et qui permet de considérer que, par exemple, l'islam est une religion qui ne peut pas avoir le même statut d'un point de vue culturel sur nos territoires. Ce qui implique donc un traitement différencié de l'islam par rapport aux autres religions qui, elles, ne posent pas de problème. Donc interdiction, évidemment, de construction de toute nouvelle mosquée en attendant que cette communauté musulmane puisse trouver ses marques, en France comme en Europe, en ayant en toile de fond quand même à l'esprit le principe de réciprocité. Moi, je suis toujours étonné qu'on se batte en France et en Europe notre coulpe à l'égard des minorités religieuses, mais on ne se pose jamais la question du statut des minorités religieuses en terre d'islam. Je crois que ce principe de réciprocité doit être au cœur de nos esprits. Tant qu'il n'y aura pas de progrès de la prise en compte des minorités, notamment chrétiennes, en termes d'islam, je pense que nous avons le droit d'appliquer le principe de réciprocité et de faire preuve de la même hostilité, de la même fermeté à l'égard de la communauté musulmane en France et en Europe. Il faut que les imams soient recrutés par les préfets, en tout cas contrôlés, ainsi que leurs prêches. Les prêches doivent être prononcés non plus en langue arabe, mais en langue vernaculaire, le français dans notre pays, l'italien en Italie, ne serait-ce que pour contrôler la légalité des prêches, en tout cas leur compatibilité avec l'ordre public. Il faut que les financements étrangers soient absolument et définitivement prohibés. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces propositions qui sont assez nombreuses, parce que j'ai beaucoup réfléchi à la question, mais il est certain qu'il faut avoir une politique autoritaire en France et en Europe. Voilà ce que je voulais dire par rapport à l'islam, et aussi terminer mon propos prolongé en disant que une troisième forme de réaction, de prise de conscience de la nécessité d'affronter ce péril, c'est aussi de parler de remigration. Remigration, c'est un thème qu'on aborde très fréquemment, sans trop souvent en définir le contenu. Alors pour moi, la remigration, c'est pas prendre des armes et de déloger de leur domicile des ressortissants français ou étrangers de confession musulmane qui, en apparence, respecteraient l'ordre public. Ou si c'est faire ce choix-là, c'est d'emblée accepter l'idée d'affronter une guerre civile. Il faut être clair, si on décide demain en France de se séparer de 3, 4, 5, 10 millions de personnes qu'on considère comme absolument impossibles à assimiler, il faut nous dire comment réaliser techniquement, entre guillemets, une telle opération d'envergure. À la nage. Et les précédents historiques sur lesquels on se fonde parfois pour dire que cela est possible, soit en 62, lorsque près de 2 millions de pieds noirs ont quitté l'Algérie pour venir en métropole, ou même les grandes transhumances humaines qui se sont produites en 45-46, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Chacun se souvient des grands déplacements de population en Europe de l'Est, notamment, se sont produits lorsqu'il y avait des circonstances de conflit, de guerre, où là, évidemment, tout est possible. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre larvée, une guerre froide, mais pas une guerre chaude, qui me paraît être la seule condition possible pour pratiquer, sous une forme de violence, la remigration. C'est pour ça que moi, je ne la vois pas de cette manière-là.
je la vois de manière différente. Je crois que la remigration, en tout cas telle que je la vois, c'est créer un écosystème en France et en Europe, rendant impossible le maintien des populations qui n'entendent pas demeurer sur notre territoire en respectant les règles et les coutumes qui sont les nôtres. Et que, parce qu'ils ne pourraient plus supporter de vivre dans un pays qui n'accepterait plus leur mode de vie, leurs coutumes et leurs pratiques régressives, seraient amenés par eux-mêmes, de leur propre chef, à quitter ce territoire pour aller s'installer en terre d'islam, sur les terres où ils peuvent pratiquer paisiblement leur religion et les mœurs qui accompagnent l'exercice de cette religion. Alors, c'est très long parce que tout ça c'est un travail sur plusieurs années. Ça suppose aussi que nous définissions quel est notre contrat à nous, comment nous voyons la France et quelles sont les règles que nous entendons voir absolument observer, absolument respecter. Donc ça nous renvoie au travail d'introspection collectif dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il faut que les Français aient rendez-vous avec eux-mêmes, les Européens rendez-vous avec eux-mêmes, et puissent au fond dégager de ce tête-à-tête entre nous ce que sont les règles qui sont les nôtres et que nous devons collectivement tous respecter. Les règles de vie, égalité de l'homme et de la femme, égalité absolue, respect de la dignité humaine, respect de la condition animale, respect de la liberté de conscience, respect de la liberté de changer de religion quand bon nous semble. Ce sont des principes fondamentaux qui structurent notre univers collectif, notre univers de pensée, et que nous devons exhumer de notre fort intérieur, et pourquoi pas les consigner dans une charte, un document très solennel, qui pourrait avoir d'ailleurs une valeur constitutionnelle, et qui serait au fond la pierre de touche de cette loi que nous souhaitons imposer à tous, Français, étrangers, Européens de souche et ceux qui ne le sont pas. Et ceux qui n'accepteraient pas au fond cet écosystème qui définit ce qu'est l'être français et l'être européen, eh bien, seraient invités à quitter notre territoire, français ou européen, mais seraient invités à le faire spontanément, par la force du verbe, par la force de l'exemplarité, par la force d'un modèle de société qui est le nôtre et qu'on arriverait enfin à identifier et à ne pas, au fond, limiter à ce modèle républicain qu'on cesse de nous vanter, puisqu'on confond souvent la France avec le modèle républicain. La France ne serait que la République et la France se confondrait avec les valeurs de la République. C'est vrai, mais la République n'est qu'un modèle institutionnel. Je dis souvent que la République est le vêtement institutionnel qui est jeté sur le corps sacré de la France. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que la France est autre chose qu'un régime. La France est un être charnel, c'est une histoire, c'est une civilisation, c'est un rapport au monde, c'est une religion qui a façonné notre culture. C'est tout ça la France. Et la France n'est pas que la République. Et si nous arrivons à réaliser ce que nous sommes et que nous parvenons à inscrire cet ADN qui est le nôtre, mais ça vaut également à l'échelle européenne, eh bien, nous définirons ce que nous sommes et nous dessinerons au fond ce cercle qui permet d'accepter et de laisser chez nous vivre paisiblement ceux qui acceptent cette règle-là et d'inviter ceux qui refusent de rester dans ce cercle à quitter le territoire français ou le territoire européen. Donc, je ne sais pas si je suis clair dans mon expression, mais en tout cas c'est ce que je crois. Et c'est au fond ce que je crois être essentiel si nous voulons donner à la fois une résonance, une traduction pratique à cette notion de remigration dont on parle beaucoup, mais dont bien peu arrivent à définir le contenu. Il faut que ce terme-là, qui est très fécond de mon point de vue, nous puissions lui donner une consistance, un débouché pratique et politique, soumettre ce contenu pratique et politique au vote des Français et des Européens déjà à l'occasion de l'élection européenne. Et je suis persuadé que c'est un concept qui est plein d'avenir si nous savons lui donner le vrai contenu, un contenu tout à fait acceptable, parce que je suis un garçon plutôt pacifique, alors toujours déterminé évidemment, et il ne faut jamais, comment dirais-je, imaginer que je ne le sois pas, mais je veux trouver des solutions pacifiques
à un problème qui nous pose véritablement des difficultés considérables. Je crois que cette solution-là me paraît être la bonne. En tout cas, il faut l'expérimenter. Et si elle ne fonctionne pas, eh bien, nous pourrons envisager d'autres hypothèses. Voilà ce que je voulais vous dire. J'essaye là de survoler ce que j'ai à l'esprit pour vous dire si j'ai tout dit ou pas, en essayant de synthétiser mon propos, mais c'était ce que je voulais, au fond, embrasser avec vous. Donc, vous faire mesurer l'importance et la gravité de ce sujet qui est le seul, au fond, qui doit nous mobiliser dans les mois à venir. Le seul, je dis bien le seul, la question identitaire. Et dans cette question identitaire, plusieurs composantes, l'immigration massive, le grand remplacement, l'islamisation de la France et de l'Europe, et la remigration, avec les définitions que je vous ai données, le cap, que je crois être le bon, c'est-à-dire travailler à l'intérieur de l'Union européenne à modifier les rapports de force et faire bouger les lignes, et puis, en toile de fond de tout cela, au fond, se livrer à un exercice d'introspection collective, en France, en Europe, sans lequel, eh bien, non seulement nous manquerons le coche une fois de plus en mai prochain, mais aussi le coche de manière générale, pour nous autres, parce que nous avons bien besoin de cette thérapie collective qui nous manque depuis bien des décennies. Je vous remercie.